Un petit vrai ou faux pour commencer. Il est crucial de trouver la cause de la difficulté scolaire. Alors, c'est une question très intéressante. Ce qui me fait un peu souci dans la question de la cause, c'est qu'on pourrait rester longtemps dans ce qui fait que l'élève est en difficulté scolaire, alors que finalement, j'ai plutôt une approche qui tend vers les solutions, ce qu'on appelle une approche solutionniste. Donc, je verrais plutôt une évaluation des difficultés, des besoins de l'élève, et puis très rapidement tendu vers des solutions possibles. Donc vrai ou faux? Je dirais plutôt faux, Ok. mais c'est quand même un peu plus compliqué que ça, puisque finalement, quand on s'interroge sur ce qui pose difficulté à l'élève, nécessairement, on va chercher un petit peu des raisons, donc peut-être des causes, oui. Il y a toujours une solution pour aider un élève en difficulté. Il faut chercher. Alors ça, c'est absolument vrai, 100% vrai. Il faut chercher, donc il faut du temps, il faut une évaluation, il faut éviter de se précipiter très rapidement dans l'aide, mais prendre ce temps de recul. Et c'est sûr qu'il y a toujours, c'est le principe d'éducabilité, hein, il y a toujours une solution possible à une difficulté. Il faut être expert dans les troubles pour accompagner les élèves en difficulté. C'est une bonne remarque. On a tendance, chez nous en tout cas, à être beaucoup maintenant sur les troubles, donc sur un diagnostic. Je pense qu'il y a un réel danger. On peut avoir l'impression quand il y a un diagnostic qu'on a la solution puisqu'on a le diagnostic. Donc je serais plutôt pour une approche un peu plus globale, parce qu'autrement, ça veut dire que les enseignants de classe régulière qui n'ont pas de formation spécifique en enseignant spécialisé ne pourraient pas aider les élèves en difficulté, Donc puisque ce faux. ne sont pas des experts dans les troubles. Donc faux. Ouais. Choisir une porte d'entrée pour aider nos élèves, c'est renoncer aux autres. C'est chaque fois difficile à répondre vrai ou faux. C'est faux dans le sens où on garde toujours des hypothèses alternatives, même si je pense que c'est important de focaliser assez rapidement sur une hypothèse. On émet une hypothèse, mais on garde toujours en tête le fait que possiblement il y a d'autres hypothèses. Ok. Accepter de ne pas agir pour chercher, pour enquêter. Alors clairement vrai. Je pense que, comme je disais tout à l'heure, le risque, quand on a un élève qui est signalé pour des difficultés de mathématiques ou de lecture, c'est de faire plus de mathématiques et plus de lecture. Et si on fait ça, très souvent, 9 fois sur 10, on tombe sur du rattrapage scolaire, en fait, qui est pas efficient. Donc, d'où la nécessité vraiment de prendre ce recul, de faire une évaluation globale, de faire un pas de côté, pour regarder un petit peu d'un peu plus loin, de manière un peu méta, la problématique de l'élève. Enquêter, ça s'apprend. Vrai ou faux? Ah ouais, oui, absolument. Ça c'est vrai, c'est vrai. Et c'est un vrai travail d'apprentissage. Puisqu'il faut passer par une évaluation globale, c'est un travail d'enquête. Et moi, souvent, je dis à mes étudiants, vous devez travailler un peu à la Colombo. Hein, si vous Euh, connaissez la série Colombo. Ouais, ça, elle date un peu, mais je crois qu'elle passe encore quelques fois à la télé. euh, C'est vraiment ce travail d'enquête qui va permettre de faire ce pas de recul et puis d'essayer de voir la problématique de l'élève de manière globale. En testant les mauvaises solutions, on risque d'aggraver le problème. Faux, je ferais plus boulot si c'était le cas. Ok, Parce que trop bien. combien de fois je me trouve avec des élèves en difficulté pour qui j'émets une hypothèse, alors j'y vais avec cette hypothèse, et puis on voit après quelques semaines, quelques mois que c'était pas la bonne hypothèse, et à ce moment-là, c'est le moment de changer d'hypothèse. Donc si vraiment chaque fois que je faisais des erreurs, j'arrêtais de bosser, j'arrêterais souvent, malheureusement. Et pour faire connaissance un petit peu avec toi, tu es enseignant. Vrai ou faux? Ah, en vrai, ouais, ouais, je suis enseignant, oui, Tu oui, es oui. chercheur. Je suis chercheur enseignant. J'enseigne dans une formation de futurs enseignants spécialisés. En Suisse, on appelle ça la haute école pédagogique. Et puis, j'ai toujours gardé 3 demi-journées où je m'occupe d'élèves en difficulté scolaire, des élèves qui ont entre 4 et 12, 13 ans. La difficulté scolaire, c'est le sujet sur lequel tout enseignant se questionne, cherche, échoue souvent, trouve parfois. On se forme, on se documente sur les troubles en pensant trouver dans ces lectures la piste qui sauvera notre élève. Car c'est bien ça dont on parle, la réussite de nos élèves dans leurs apprentissages. Eh bien toi, Pierre, tu nous proposes de faire volte-face sur la compréhension du
pourquoi de ces difficultés pour nous intéresser à trouver le point d'appui sur lequel on pourra faire levier pour permettre à nos élèves d'entrer dans les apprentissages. Enquêtons donc avec toi. Bienvenue Pierre. Merci, merci de l'accueil. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je veux juste signifier que tu es auteur, entre autres, d'un livre qui s'appelle Comprendre l'échec scolaire, évaluation, remédiation et bilan aux éditions de Buck. Et c'est depuis cette posture-là que tu vas répondre à toutes ces questions. Volontiers. Alors, quand on est enseignant, la difficulté scolaire, c'est à peu près notre quotidien. En tout cas, c'est ce qui... Après qu'on ait écrit nos belles leçons, eh ben, la réalité fait qu'on rencontre nos élèves et parfois la difficulté de nos élèves. Alors, on a tous et toutes, j'imagine, des manières de faire et d'aborder cette difficulté scolaire. Est-ce que tu peux nous faire un état des lieux un peu de ces différentes manières d'aborder la difficulté scolaire et peut-être nous dire, en regard de ces différentes manières, celles qui sont plus ou moins efficientes? Oui, j'aime beaucoup l'approche de Fuchs. Ce sont deux Américains qui ont travaillé un petit peu sur les élèves qui sont en difficulté scolaire et qui établissent une pyramide des élèves dans une classe. Pour eux, 80% des élèves réussissent à peu près normalement, sans beaucoup de différenciation, ou en tout cas sans individualisation. Reste, et puis ces taux, ils sont à peu près constants hein, dans les différentes recherches. On a à peu près 20% d'élèves pour qui c'est un peu plus compliqué. Dans ces 20% d'élèves, Fuchs nous dit qu'on a à peu près 15% des élèves pour qui il suffit, alors entre guillemets, hein, il suffit que l'enseignant de classe régulière différencie, redonne une explication, relise la consigne, donne un exercice un petit peu plus simple ou explique d'une autre manière. Ça fait à peu près 15% des élèves. Et ces élèves-là sont pris en charge, en fait, par les enseignants de classe régulière avec des mesures que j'ai envie de dire de bon sens. Restent les 5, 6, 8%, ça dépend des études, qui bloquent dans les apprentissages. Et ceux-là, ce sont les élèves dont je m'occupe hein, en tant qu'enseignant spécialisé. Et là, vraiment, je crois qu'il faut travailler sur des approches alternatives. C'est-à-dire qu'on peut plus se contenter de faire du plus de la même chose, réexpliquer, redonner un exercice, etc. Il faut faire autre chose. Et en fait, dans mon bouquin, c'est un petit peu ce que j'ai essayé de développer, ce concept de point nodal, qui serait l'identification d'un point d'appui, qui est très rarement la discipline scolaire, maths français, hein, mais qui est un point d'appui qu'on va trouver en faisant justement ce pas de côté et en prenant du temps pour une évaluation globale. Pendant des années, moi, j'ai fait du rattrapage scolaire à l'école, c'est-à-dire que l'enseignant me signalait un élève pour des problèmes de lecture, je faisais plus de lecture. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte que je me fatiguais beaucoup, sans beaucoup de résultats. Et c'est à ce moment-là que j'ai développé ce concept de point nodal en disant, mais non, il faudrait trouver un point d'appui qui permette de débloquer la situation, alors même que c'est souvent pas ce qui fait l'objet du signalement. Une illustration de ça, en synthétique, un exemple d'élève que tu as accompagné et cette enquête te mène à identifier quel type de point nodal? Oui, alors je vais donner un exemple d'un élève que j'ai actuellement en appui. Donc, nous, on parle d'appui, c'est le rasé de chez vous. Hein, en appui, un élève que je vais appeler Léo, qui est un élève qui a des bonnes ressources cognitives, qui pose pas de problème de comportement en classe, qui est un élève qui est plutôt posé dans sa manière de travailler. Par contre, dans ses difficultés, une situation familiale très difficile, des parents qui sont séparés avec une maman qui a beaucoup de peine à gérer, même les horaires, hein, c'est un élève qui arrive très souvent en retard, et puis finalement un élève qui a de la peine à s'impliquer dans les apprentissages, probablement parce qu'il ne comprend pas les enjeux. Alors là, je te résume un peu la situation, mais c'est un petit peu, suite à des semaines d'enquête hein, à la Colombo, que j'arrive à ça. Voilà un petit peu le portrait de cet élève-là. Ce que je vais essayer de faire à partir de cet état des lieux, c'est d'identifier la problématique sous-jacente qui fait que cet élève-là n'entre pas dans la lecture. En fait, c'est un élève qui est chez nous en 3e année, c'est-à-dire c'est l'année vraiment où on travaille l'apprentissage de la lecture. Et il n'entre pas dans la lecture. Vous voyez, le risque, ce serait que je refasse de l'écoute de son, de la fusion syllabique, que je travaille le principe alphabétique avec lui.
Et je me dis, bah non, s'il n'entre pas dans les apprentissages, c'est probablement parce qu'il y a une problématique sous-jacente, dont l'intérêt d'identifier le point nodal. Alors pour cet élève-là, pour moi, c'est clairement, il est pour le moment pas disponible pour les apprentissages, il n'a pas compris son métier d'élève, il est complètement perturbé par sa situation familiale, donc je dois l'aider à comprendre ce qu'est être élève en classe. Et le point nodal, ça devient pour moi cet élément-là, qui est évidemment un lien avec la lecture. Mais j'émets l'hypothèse que si je ne travaille pas sur le métier d'élève de Léo, je ne vais pas pouvoir l'aider à rentrer dans la lecture. Et ça ne sert à rien que je m'acharne sur la lecture s'il n'a pas compris ce qu'il faisait à l'école. C'est la porte d'entrée de la maison, en fait, qui permet d'aller ouvrir toutes les portes des apprentissages, quoi. Oui, et c'est pour ça que dans l'évaluation globale que je fais de mes élèves, je ne me contente pas d'une évaluation pour Léo en lecture, mais je vais beaucoup parler avec l'enfant pour savoir ce qu'il vit. Je vais beaucoup parler avec les parents. Alors les parents sont séparés, mais ils sont venus les deux à la rencontre. Je parle beaucoup avec les deux enseignantes qui s'occupent de la classe de Léo. Et puis j'essaie d'avoir une vision complète, complexe de la problématique de l'élève. Et c'est ça qui me permet de voir qu'il y a une problématique sous-jacente. Si je ne fais pas ce travail en amont, de nouveau, je vais me précipiter dans une aide qui sera de type rattrapage scolaire et qui sera inefficace. Mais tu vois qu'il faut un travail qui va me prendre plusieurs semaines, 3 à 4 semaines, d'enquête, de discussion, d'entretien. Je parle beaucoup avec l'enfant. Je parle beaucoup avec l'enfant. Tu Comment l'observes, j'imagine, et je puis, l'observe en classe, je discute avec lui, je discute avec les parents. ce que j'entends là, c'est que, en tout cas, je me place en tant qu'enseignante, en écoutant ça, je me dis: «OK, je dois me décomplexer sur le fait d'aller chercher ailleurs que sur ce que je vois». C'est-à-dire, mon élève qui n'entre pas dans la lecture, eh bien, je dois accepter, être décomplexée et me dire que ça fait aussi partie de mon métier que d'aller enquêter ailleurs que sur ce symptôme finalement. En médecine, je peux avoir mal, là, à l'épaule, mais si je suis un médecin qui m'occupe de l'entièreté de la personne, je vais lui demander comment elle vit, comment elle dort, ce qu'elle mange, est-ce qu'il y a des soucis en ce moment? Et peut-être que le point de l'épaule, si je règle, je ne sais pas, si j'accueille sa parole, parce que, en ce moment c'est difficile, peut-être que tout ça va se calmer. C'est une très bonne comparaison avec le domaine médical. On a tendance à l'école des fois à avoir une approche trop médicale, dans le sens où on souhaiterait identifier la maladie et puis avoir automatiquement le traitement. Et ce que tu dis là, des médecines qui prennent en compte la globalité de la personne, ils font ça aussi. Effectivement, ils ne s'intéressent pas seulement aux symptômes et puis ils traitent le symptôme en donnant par exemple un antidouleur, mais ils vont essayer de comprendre ce que vit la personne et voir finalement ce qui fait que cette personne-là est maintenant malade. Et moi, pour mes élèves en difficulté, c'est exactement ce que je fais. Et tu as raison de parler de se décomplexer. L'enseignant titulaire de classe, c'est la personne après les parents ce sont les personnes qui connaissent le mieux l'enfant. Donc souvent, ils ont même un gros avantage sur moi qui voit l'enfant 2 ou 3 fois par semaine, parce qu'ils le voient 6 heures par jour. Donc si ils prennent ce recul et qu'ils commencent à observer globalement leur élève durant tout le temps de classe, ils vont recueillir plein d'informations sur cet enfant-là, la manière dont il interagit avec les autres, mais comment il est lors de la récréation, comment il est en salle de gym, etc., etc. Et ils vont pouvoir identifier des ressources que peut-être ils ne verraient pas s'ils ne faisaient pas ce travail-là, mais ils vont repérer aussi peut-être des difficultés récurrentes qui ne relèvent pas nécessairement de la discipline dans laquelle l'élève est en échec. Bref, ils pourront avoir cette vision globale. Et je pense que l'enseignant titulaire de classe, il est très bien placé pour entrer dans cette approche. Je reviens à ma question, initiale qui est de celle de savoir si, en tant qu'enseignant, on a différentes manières d'aborder cette, difficulté scolaire. Alors, j'entends dans tes éléments de réponse qu'il y a une première manière, c'est de vouloir aller identifier le trouble, de mettre un diagnostic, de mettre un nom et puis d'aller se documenter finalement. Est-ce que celle-ci est efficiente ou pas? Et peut-être qu'il y a d'autres manières de faire. Enfin, si tu nous as présenté celle de l'enquête, est-ce qu'il y en a d'autres entre ces 2 là? Je pense qu'il ne faut pas rejeter complètement cette démarche diagnostique, d'identification du trouble.
Le problème, ce serait de réduire la difficulté de l'élève au trouble. Moi, une fois que je sais que l'enfant est dyslexique, diagnostiqué dyslexique, j'ai un élément d'information sur cet enfant-là. Mais je ne me contente jamais de cet élément-là. Et c'est un petit peu le risque du diagnostic. Donc, sans le rejeter, il faut l'intégrer à la compréhension globale de l'élève. Oui, très bien. C'est-à-dire que finalement, dans notre enquête, cet élément du diagnostic est un élément parmi d'autres. C'est exactement ça. Ouais, Alors, OK. en Suisse, on vit une période, je ne sais pas si c'est le cas en France aussi, d'un Ah, surdiagnostic, d'une course au diagnostic. tout pareil! Exactement. Donc, l'enseignant, il a tendance, quand il voit un élève en difficulté de lecture, de le signaler très rapidement pour avoir une validation des difficultés à travers un diagnostic. Mais les parents aussi. On Mais voit c'est des très parents, rassurant. C'est très, c'est très ra ça, c'est très c'est ça. rassurant d'avoir un diagnostic. C'est-à-dire que on en tant qu'enseignant et j'imagine qu'en tant que parent, c'est la même chose, c'est que, OK, c'est pas de ma faute. C'est pas moi qui ai instrumentalisé quelque chose, c'est pas moi qui ai mis en place quelque chose dans Oui, mon éducation, dans ma manière de présenter les savoirs. C'est interne à l'enfant. c'est exactement ça. Mmh. Et on n'est pas du tout dans la recherche d'une faute ou d'un coupable dans l'approche que je Ouais. propose, hein, Mmh. ni d'une responsabilité. On dirait, mais il faut le diagnostic pour éviter de se sentir responsable. Non, on va du côté de la solution. Donc, on va chercher ensemble, à partir du constat qu'on fait, des difficultés, des ressources et du besoin de l'élève, on est tendu vers une solution. Donc, le diagnostic, il participe à la compréhension. Mais en aucun cas, c'est un refuge ou une excuse. Parce que ça peut être ça le risque aussi, dire, OK, alors, il est dyslexique. Et moi, j'ai eu des élèves qui me disaient ça explicitement. Tout à fait. Mais moi, je suis dyslexique. Donc, en disant, mais qu'est-ce que vous me demandez là? Et oui. Quelle exigence vous avez alors que je suis dyslexique? Ouais, c'est Et la ça. tendance, ce serait peut-être de baisser les exigences. Finalement, l'élève, il s'éloigne des objectifs. Et puis finalement, il devient décrocheur parce qu'il devient tellement éloigné des objectifs. Parce que quelque part, tout le monde s'est un peu réfugié Et oui. derrière l'étiquette. Alors il y a ce refuge, hein, effectivement, pour, les parents, l'enseignant et l'élève lui-même. C'est moi, je suis parfaitement d'accord avec toi, finalement, ce diagnostic qui est mis tout le temps en avant en disant: «Oui, mais je suis dyslexique, donc tu sais bien que je ne sais pas faire ça». OK, mais du coup, il va bien falloir le faire, apprendre à le faire, à le contourner, à trouver, des béquilles pour y arriver, mais heu, sauf si tu choisis de rester dans cette case, à la case départ, il va bien falloir le faire ce chemin de l'apprentissage et ce chemin de vie finalement, tout court. Mais il y a un autre refuge, enfin pas un autre refuge, mais un autre, écueil à tout ça que je trouve, important. C'est que à partir du moment où, on s'appuie uniquement et seulement sur le diagnostic, l'enseignant ou l'enseignante va dire: «Ouais, OK, mais moi je suis pas formé quoi. Je suis pas formé à». Alors, soit il ou elle va dépenser une énergie de dingue pour aller se renseigner, comprendre, trouver des trucs et astuces, les mettre en action et s'apercevoir que ça marche pas, avec tout un tas de découragement, pour les uns et pour les autres. Et ce que je trouve intéressant dans ta recherche de solutions et à aller, vers la solution, c'est que tu redonnes, je trouve, du pouvoir d'action sur, l l'accompagnement de nos élèves. Mais je parlais de risque de médicalisation. C'est un peu ça quand on parle de dyslexie, hein, c'est de nouveau un peu le trouble, la maladie. Moi, je crois beaucoup, alors je suis enseignant, ce ne sera pas trop étonnant, mais dans les vertus de la pédagogie. L'élève est en échec parce qu'il est en échec dans l'apprendre. Et la question de l'apprendre, c'est une question éminemment pédagogique. Donc je trouve qu'il faut pas sortir du domaine pédagogique. Alors des fois c'est nécessaire, hein. Des fois il y a réellement un trouble, des fois il y a des limitations intellectuelles, il y a des déficiences. Il ne s'agit pas de nier ça. Mais dans le 95-98% des situations, on a un pouvoir à l'école. L'échec est scolaire. Donc c'est l'école qui crée de l'échec. Donc nécessairement, l'école a des solutions par rapport à cet échec, puisque c'est l'école qui crée de l'échec. Vous voyez, autrement, de nouveau, on a une délégation. Alors finalement, c'est un spécialiste qui va prendre en charge une question
peut-être qui relève de la logopédie. Chez nous, on dit les logopédistes, hein, les spécialistes du traitement du langage. On dit, ça peut être une question du logopédiste, mais finalement, c'est quand même au service des apprentissages scolaires. Donc, comment j'articule effectivement une approche parathérapeute à la dimension pédagogique? Parce que finalement, l'élève, il doit mieux apprendre, et notre boulot, c'est qu'il apprenne mieux. On parle de cette enquête, justement, que tu nous proposes. Oui, Fais-nous cheminer dans cette enquête. Comment, j'imagine qu'il y a des balises à respecter ou en tout cas à avoir en tête pour avoir une méthode, parce que je trouve qu'une enquête, ça a forcément une méthode. Tu parlais de Colombo. Colombo, j'imagine qu'il a tout un schéma où il a certaines questions. Voilà, il nous faut un chemin à baliser pour être sûr d'aller questionner les bons oui, endroits. oui. Alors, c'est vraiment l'objet de mon dernier livre, hein. Pour écrire ce livre, alors ça paraît anecdotique quand je parle de l'enquête à la Colombo, mais j'ai réellement pris contact avec, il y a un institut à Lausanne, en Suisse, de sciences forensiques. Et j'ai pris contact avec le directeur de cet institut. Alors Et attends, puis, il faut que je trouve une traduction franco-française du terme que tu viens d'utiliser. C'est de sciences la médecine. forensiques, c'est une école qui forme les Colombos. Ok, C'est vraiment une école à Lausanne qui forme des inspecteurs de police ok. qui vont sur le lieu du crime, et puis Mhm. qui, à partir de la prise de traces, alors ça, j'ai contacté Olivier Ribaud, qui est justement un spécialiste de la trace. Comment on fait à partir d'une trace qu'on va retrouver sur le lieu du crime pour remonter jusqu'au coupable? Donc ce n'est pas seulement une image que je prends, hein. J'ai contacté Olivier Ribaud, d'ailleurs qui a préfacé mon livre, et je dis, mais tu fais comment quand tu arrives sur un lieu de crime pour prendre des traces qui deviennent ensuite des indices qu'on va croiser, qu'on va recouper dans une démarche de recherche pour arriver à l'identification du criminel. Et en fait, finalement, en discutant avec lui, je me suis rendu compte que je faisais à peu près la même chose. Et donc, je le cite beaucoup dans mon livre parce que les ouvrages que j'ai lus, qu'il a écrits, qui expliquent cette démarche-là, c'est vraiment celle qu'on peut utiliser à l'école. Alors, je dirais qu'il y a 4 étapes principales dans cette démarche de inspecteur mène l'enquête. La première démarche, c'est d'arriver sur le lieu du crime, alors pour nous, sur le lieu de l'échec, hein, et puis de faire un travail très factuel. On observe, on prend des notes. Ben, comme sur la scène du crime, hein, on arrive, on regarde s'il y a des empreintes, on regarde s'il y a des traces de sang. Moi, je fais ce travail-là qui est très factuel. J'observe que l'élève est en difficulté dans telle situation. J'observe, comme pour Léo, qui pose aucun problème de comportement. J'observe que. Donc, c'est un travail finalement qui peut être assez long, mais qui n'est pas difficile à mettre en œuvre. Puisque cette première étape, c'est simplement une prise de traces, d'indices, etc., qui me permettent déjà de comprendre. Deuxième étape, celle-là, elle est beaucoup plus difficile. C'est je fais quoi de tous ces indices, de toutes ces traces que j'ai recueillies. Et c'est dans cette deuxième étape que je vais essayer d'identifier le point nodal, le point d'appui qui va me permettre l'intervention dans la troisième étape. Et c'est le plus difficile parce que vous vous retrouvez à la fin de l'étape de l'enquête avec beaucoup d'informations sur les ressources, les besoins, les difficultés de l'élève, et comment identifier un seul, et ça c'est un choix méthodologique, d'identifier un seul point d'appui, qui est le point nodal, pour passer ensuite à l'intervention. Je t'arrête là. Ça veut dire que tu as tous ces indices comme ça, Oui, comme un peu même pas une carte mentale, mais voilà, tu as plein de points comme ça. Est-ce que tu essayes de les catégoriser en disant, ah ouais, tiens, ça va avec ça, ça va avec ça. C'est plutôt quelque chose de l'ordre de euh, la difficulté à dire je, par exemple. Je te dis n'importe quoi, hein, tu vois. Ça, c'est plutôt, ah ouais, tiens, il y a quelque chose de l'ordre de dès qu'il y a une règle, c'est compliqué. C'est ça que tu fais? c'est très important ce que tu dis là, vraiment c'est essentiel. Moi je compare aussi cette étape de clarification du point nodal à un puzzle aussi. On a différentes pièces, puis c'est vraiment ça, dans la première étape, en fait, j'ai réuni des pièces. Pour le moment, je sais que ces pièces, il va falloir les ajuster pour avoir l'image. Mais l'image du puzzle, elle fonctionne bien parce que quand vous avez dans une boîte, vous ouvrez une boîte de puzzle, vous avez des pièces et vous ne voyez pas du tout à quoi ça ressemble. Alors même que vous savez qu'il y a une cohérence. Effectivement, ce que je fais à l'étape 2,
c'est d'essayer de poser les pièces, voir celles qui s'ajustent, et puis progressivement se dessine l'image de la situation de l'élève et le point nodal. Et c'est pour ça que c'est une bonne image, l'image du puzzle, parce que se dessine progressivement l'image de la problématique de l'élève. Et une fois que j'ai su faire des liens, comme tu dis, entre les différents éléments qui paraissent a priori un peu éclatés, moi, à la fin de l'étape 1, je suis dans un état un peu de confusion. Tu sais, mais je vais faire quoi de tout ça? Une fois que je commence à rédiger mon projet pédagogique et que j'essaye de voir quels sont les liens de ces différents éléments, je vois qu'un élément qui m'a paru a priori anecdotique, ça devient un élément central. Je te donne un exemple par rapport à Léo. Quand j'apprends que Léo, il arrive souvent en retard, je me dis, bon, quel lien avec le fait qu'il n'apprend pas à lire? Une fois que je mets en place mes pièces de pause, je me rends compte que le fait qu'il arrive en retard, c'est probablement un indice, on retourne sur l'enquête, hein, un indice qui fait que la famille et Léo n'investissent pas à l'école. D'arriver en retard, c'est un indicateur quand même d'un manque d'investissement dans les apprentissages scolaires. Donc tout d'un coup, cet élément-là qui paraît assez éloigné finalement des difficultés de lecture, une fois que je le place dans mon puzzle, tout d'un coup, il prend une place signifiante. Alors qu'a priori, peut-être que cette place, elle n'était pas signifiante. Et tout ça, je le fais à l'étape 2. Hein. Et tu vois combien cette étape, elle est délicate. Tout à fait. Oui, vas-y. Non, mais en fait, cette étape 2 me fait prendre conscience de la difficulté qu'on peut avoir. Alors, je vais le dire en France, parce que je ne sais pas comment se positionne le corps enseignant, mais à faire confiance à sa compréhension qu'il peut avoir des élèves et la confiance en lui ou elle en tant qu'enseignant de se dire je peux faire cette hypothèse-là, j'ai l'intuition de. Et ça, on a une culture française très, comment dire, j'allais dire cartésienne, mais c'est peut-être pas le terme. On a toujours peur en fait que ce qu'on pense soit trop subjectif et entre dans l'équation de l'aide qu'on peut apporter à nos élèves. En tout cas, Ouais, on ne sait pas le justifier auprès de oui, nos supérieurs. Et oui, ça, c'est quelque chose d'hyper, je trouve, tu vois, en termes de point nodal pour accompagner oui. les enseignants. Je me dis que c'est pas un problème de formation, ça serait peut-être pas un problème de formation sur les 10, sur, les troubles, autistiques, mais peut-être quelque chose de l'ordre de la confiance en soi. Est-ce que je peux avoir confiance en moi, en tant que pédagogue, en tant qu'enseignant, pour poser des hypothèses et faire ces catégorisations dont tu parles Ouais. en 2? C'est aussi essentiel ce que tu dis là, parce que dans l'école où je travaille, où on forme des futurs enseignants, on forme aussi les futurs enseignants de classe régulière à cette approche-là. En disant, mais vous avez les compétences. De nouveau, comme je disais avant, vous êtes 6 heures par jour avec les enfants. Petit à petit, semaine après semaine, moi je suis toujours surpris quand je parle avec mes collègues de classe régulière de tout ce qu'ils savent sur l'enfant après quelques semaines d'école. Donc, ils ont beaucoup d'infos. Ce qui manque peut-être, c'est comme tu dis, la confiance qu'on peut avoir en ses capacités à faire ce pas de côté et à dire, OK, je connais bien cet enfant-là, quelle hypothèse explicative, quel point nodal je peux identifier. Et nous, on le demande à nos étudiants, et ils le font en stage. Ils le font en 4 semaines de stage, la démarche que je décline maintenant. Alors même qu'ils n'ont pas terminé leur formation, qu'ils n'ont aucune expérience d'enseignant, mais la démarche elle-même, ils peuvent la mettre en œuvre. Seulement, ils la mettent en œuvre avec leur expérience, qui est assez limitée quand on débute, avec leurs connaissances, avec ce qu'ils apprennent dans notre école, etc. Mais qu'importe, qu'importe. Et c'est là qu'on essaie de leur montrer que c'est la démarche qui est première. Puis après, bien sûr, cette démarche, elle est alimentée par l'expérience et les connaissances. Mais on fait avec ce qu'on a, et ça suffit très souvent. Nous, on est très surpris de voir que nos étudiants, avec peu d'expérience, ils arrivent à identifier un point nodal, ils arrivent à émettre une hypothèse, et le fait même qu'ils le fassent, ça les engage vers la troisième étape, si je passe maintenant à la troisième étape, qui est la mise en œuvre. Une fois que j'ai identifié le point nodal, émis une hypothèse explicative, pour Léo, le métier d'élève, la capacité à comprendre les enjeux, là, je vais pouvoir rentrer maintenant dans une étape de remédiation, d'aide à l'enfant, c'est-à-dire je vais prendre du recul avec lui, c'est quoi apprendre à lire, comment on apprend à lire,
pourquoi c'est important d'apprendre à lire, etc. Donc là, j'entre dans la troisième étape, hein, qui est l'étape de mise en œuvre du point nodal, de l'hypothèse explicative. Et là, alors, on va collaborer avec, peut-être avec les parents, peut-être avec l'enseignant, peut-être avec l'enfant. Tout est ouvert dans cette étape 3, parce que finalement, l'étape 3 dépend de l'étape 2, donc de l'identification du point nodal. Donc, des fois, mon projet, c'est de travailler, par exemple, avec les parents sur la gestion des tâches à domicile. D'autres fois, ça va être peut-être effectivement de travailler avec une psychologue scolaire, parce que je vois peut-être que dans ce cas-là, la question, elle est plus seulement pédagogique, etc. Donc, finalement, cette étape 3 de mise en œuvre, on peut finalement pas en dire grand-chose, puisqu'elle dépend de l'étape 2 de l'identification du point nodal. Elle est Puis très circonstanciée. Oui, oui, oui. C'est une mise en œuvre avec les acteurs, en collaboration, en fonction du point nodal. Puis la dernière étape, c'est l'étape de bilan, qu'on fait classiquement, hein, après quelques semaines ou quelques mois. Mais le bilan, il se fait autour du point nodal et de l'hypothèse explicative. Est-ce que c'était bien la bonne hypothèse quand on pense que Léo, il n'a pas compris ce qu'il devait faire à l'école? Donc, vous voyez, tu vois, c'est pas un bilan café du commerce où on se retrouve autour de la table et on discute de tout. Non, on revient sur le point nodal, sur l'hypothèse explicative, et puis on questionne cette hypothèse. Est-ce que c'était la bonne? Et puis là, évidemment qu'on est prêt à la remettre en question si on voit qu'après quelques semaines ou quelques mois, la situation s'est pas débloquée. Si on reprend, observer, on prend des indices, on prend des notes. Ensuite, pour identifier le point nodal, on catégorise, on fait confiance à sa compréhension des élèves de façon générale, et puis son intuition, j'ai envie de dire. Ensuite, on met en œuvre un projet pour accompagner ce point nodal et, et faire levier sur ce point modal, puisque le levier, c'est un terme que tu utilises souvent, et on peut de façon physique parler de ce point de levier, hein. C'est un minimum d'action avec un maximum de résultats. Et puis le bilan. J'ai une question pour toi. C'est quand même, ce processus d'enquête est un processus qui demande du temps, qui demande, de beaucoup, enfin oui, du travail. Observer, prendre des notes. Comment on fait? Si je reprends les chiffres que tu nous donnais au début, de notre échange, 80 des élèves qui fonctionnent et 20, il y a 15. Est-ce que cette enquête, tu l'amènes avec les 15 des élèves qui ont besoin d'aide, ou seulement avec les 5 qui vraiment ont besoin d'une aide spécifique? Je travaille depuis plusieurs années maintenant avec les mêmes enseignants de classe régulière et je vois que quand mes collègues me signalent maintenant un élève, c'est que je dois mettre en œuvre cette démarche-là. Parce que mes collègues ont compris maintenant que moi, du rattrapage scolaire, je ne faisais pas. Alors, bien sûr que je peux les aider à différencier, à trouver des pistes, peut-être des approches différentes, alternatives, ça je peux faire, hein. Mais je vois, à force de travailler de cette manière-là avec mes collègues, que souvent, quand ils viennent me voir, ils viennent souvent même avec une hypothèse explicative, même avec un point nodal. Ils me disent, écoute, cet élève est en difficulté, j'ai l'impression que c'est un problème de motivation, donc ça pourrait déjà être ça, hein, le point nodal. Est-ce que tu serais d'accord de faire une évaluation, parce que moi j'ai du temps pour ça, hein, et puis qu'on en discute ensuite. Donc on voit déjà qu'on est dans une approche de ce type-là d'emblée, parce que ça fait longtemps que je travaille avec les mêmes collègues. Mais c'est vrai qu'autrement, quand je travaille avec des nouveaux collègues, très souvent ils signalent des élèves qui sont dans ce 20%. Donc là, moi, nécessairement, je fais ce travail-là. Parce que comment je pourrais, sans connaître l'enfant, décider s'il relève plutôt d'une aide ponctuelle, ou plutôt d'une aide où on doit aller de manière un peu plus profonde, hein, dans l'analyse. J'aime bien la distinction que fait Philippe Mérieux entre élèves en difficulté et élèves en échec, et je pense qu'on est un petit peu là-dedans. L'élève en difficulté, c'est sûrement ce 15% d'élèves pour qui il suffit, de nous entre guillemets, hein, de redonner l'explication. Et Mais puis les 5%, ce sont les autres, hein. mais je sais pas si tu me vois venir, mais je trouve que c'est intéressant, même si on délègue
cette enquête parce que par manque de temps, d'avoir cette méthodologie en tête dans sa classe dite ordinaire, eh bien, ça permet, d'ouvrir les choses et de se dire: «OK, que quand la répétition ne suffit pas, quand, le détournement de la tâche, ne suffit pas, quand, l'aide matérielle ne suffit pas», de se dire: «Ah ouais, ça sert à rien. Est-ce que je peux aller enquêter ailleurs?» Et déjà, je prends des indices pour pouvoir, je dirais, déléguer, mais même aux parents, j'imagine. Voilà, dans sa classe ordinaire, on peut tout à fait, s'apercevoir. Moi, j'ai souvenir en classe, d'avoir, des enfants qui, en fait, finalement, avaient, une difficulté avec la règle, quelle qu'elle soit. Et à l'école, les règles, il y en a partout, qu'elle soit comportementale, mais qu'elle soit aussi dans l'écriture, dans la tenue du cahier, dans, le respect d'une consigne. Et d'investir les parents sur, ce qu'était une règle et comment à la maison ils pouvaient travailler là-dessus, c'est incroyable les répercussions que ça pouvait avoir sur le niveau scolaire. Oui, mais en fait, pour moi, hein, que la difficulté soit en lecture, en mathématiques, en numération ou dans le domaine du comportement, on est dans la même logique. C'est-à-dire que le comportement difficile en classe, c'est souvent une cristallisation d'une problématique sous-jacente. Et l'identification du point nodal, c'est d'aller chercher pourquoi cet enfant-là, il provoque, pourquoi il est en conflit chaque fois qu'il rentre de la récré, pourquoi il est en conflit à la maison tous les soirs par rapport à la gestion des tâches à domicile. C'est un mal-être qu'il est en train de manifester. D'exprimer. Mmh. Et si moi, j'entre de nouveau dans une réponse trop immédiate aux difficultés de comportement, je vais le sanctionner. Il va réagir à la sanction. Je vais devoir augmenter la sanction. Il va C'est surréagir, l'escalade. etc. Mmh. C'est l'escalade. Mmh. Et on Mmh. voit que là, on est dans une logique de nouveau un peu de rattrapage où on essaye d'aller Tout à fait. dans l'immédiateté de la difficulté, alors que souvent, quand il y a une difficulté de comportement, on fait ce travail-là d'analyse globale et on comprend pourquoi l'élève est en difficulté et on va travailler là-dessus, sur le point nodal, et pas de nouveau sur le comportement qui est seulement un indicateur. C'est vrai et c'est bien de parler du comportement qui est un apprentissage comme les autres. On le Absolument. dit on le dit peu souvent, en tout cas pas assez souvent. Donc finalement, les autres apprentissages sur des savoirs, dits académiques, eh bien, c'est la même chose. On peut se détourner de ce savoir académique pour, essayer de faire des propositions, pour aider nos élèves à rentrer, dans ces apprentissages. C'est exactement la même Mmh. logique, oui. Mmh. Dis-moi, au cours de cette enquête, donc on observe, on identifie le point nodal et puis on choisit parce que voilà, en fait, ma question c'est: est-ce qu'il peut y avoir plusieurs leviers qu'on on pourrait faire plusieurs hypothèses et il faut en choisir une? Comment on fait? Merci de tes questions. Vraiment, c'est des questions qui sont centrales dans la démarche. En fait, on évalue de manière globale. Et puis, vraiment, la meilleure image pour moi du point nodal, c'est ce que tu montrais avec le stylo, d'ailleurs, joliment tout à l'heure. C'est vraiment un point d'appui qui permet comme ça de déplacer la masse. La masse étant l'échec scolaire de l'élève. Et en fait, si tu veux déplacer une masse, tu peux mettre ton point d'appui ici, ou bien là, ou bien encore là. Donc, il y a plusieurs points d'appui possibles. Donc, d'emblée, j'ai envie de dire, il y a plusieurs hypothèses, évidemment, possibles. Après, ça me paraît méthodologiquement indispensable de faire le choix d'une hypothèse. On n'est jamais sûr que ce soit la meilleure. Mais si on n'a pas de point d'appui, on est au moins sûr qu'on ne va pas débloquer la situation. Donc autant avoir un point d'appui, même si ce n'est pas le point d'appui idéal. Peut-être qu'en me mettant ici, j'aurai un peu plus de force. Mais en me mettant là, je sais que je vais pouvoir déplacer la masse. Ce qui est important, c'est que tout le monde soit d'accord d'appuyer aussi là. C'est-à-dire qu'on va se mettre d'accord lors d'une réunion. Alors, une fois que j'ai identifié une hypothèse ou plusieurs, on se réunit avec l'élève, avec les parents, avec les enseignants. Moi, je formule mon hypothèse. Je pense que pour Léo, c'est un petit peu ça qui ne va pas. Et d'ailleurs, il vient tout le temps en retard à l'école, etc. Et puis, si cette hypothèse, elle est partagée par les partenaires, alors on va tous appuyer au même endroit sur le même levier. Et qu'importe finalement si je ne suis pas parfaitement au bon endroit, la force, elle viendra du fait qu'on appuie tous.
sur ce même point d'appui parce que cette hypothèse explicative, elle parle aux différents partenaires. Et moi, si j'arrive avec une hypothèse qui ne parle pas aux partenaires, bon, on en choisit une autre. Moi je ne tiens pas à imposer mon hypothèse. Par contre, je veux qu'à la fin de la rencontre, on se soit mis d'accord sur un point d'appui. Et puis là, on se dit, OK, quelques semaines, on y va avec ça. Et puis on verra bien dans quelques semaines, quand on fera le bilan, si notre hypothèse explicative, elle était bonne. C'est pour ça que ta question, elle est essentielle et elle revient tout le temps. Mais oui, mais alors il y a effectivement plusieurs points nodaux. Non, parce que la définition même du point nodal, c'est un point d'appui. Donc il y en a nécessairement un, puisque c'est la définition même. Tout le monde donne une autre définition. Il y a plusieurs hypothèses, mais à partir du moment où on dit on en choisit une pour en faire un point nodal, bah c'est qu'on a privilégié celle-là. Pour terminer, tu nous parles de Léo justement avec cette démarche, le point d'appui que vous avez choisi, qui est celui du sens qu'il mettait à l'école et de la compréhension qu'il avait de sa place dans l'école. Qu'est-ce que ça donne? Vous en êtes où? Léo, et c'est peut-être pas par hasard que j'ai choisi cet exemple-là, a fait des progrès spectaculaires, vraiment spectaculaires. C'est un enfant, quand il est rentré en maternelle, qui était très peu autonome, mais même pour mettre sa veste, pour manger sa récré, il était très peu autonome. Il était dans ses conflits familiaux, etc. Et alors moi, j'ai pas... C'est ça qui peut être troublant aussi dans la démarche que je propose, c'est que finalement, que ça réussisse ou que ça réussisse pas, on n'est jamais tout à fait sûr que c'était le point nodal qu'on a choisi qui a été le déclencheur. Qu'importe finalement. Peut-être c'est la discussion qu'on a eue avec les parents en disant on pense que Léo, il n'investit pas l'école parce qu'il ne donne pas du sens. Et vous, pour vous, c'est quoi l'école? Et puis, qu'est-ce qui fait qu'il arrive souvent en retard? Est-ce que pour vous, c'est une difficulté de l'envoyer à l'heure parce que vous travaillez, parce que c'est compliqué avec le bus, etc. Peut-être c'est la rencontre qui a permis à Léo de voir qu'il y avait un projet commun de ses parents, des enseignants et puis de moi en tant qu'enseignant spécialisé. Peut-être c'est ça. Mais peut-être c'est le travail que j'ai fait avec lui pour donner du sens à la lecture, pour lui expliquer les enjeux, comment on apprenait à lire, pourquoi c'était important d'apprendre à lire. Peut-être c'est l'attitude des enseignantes qui a changé vis-à-vis de Léo, en tolérant peut-être pendant quelque temps qu'il arrive encore en retard, jusqu'au moment où les parents seraient capables de mieux gérer cette dimension-là. Voilà, donc, mais Léo a beaucoup progressé. Et si vous identifiez un point nodal et que les partenaires sont d'accord, moi je suis chaque fois impressionné à quel point certaines situations se débloquent en quelques semaines. C'est impressionnant. Moi, alors que ça fait des années que je travaille comme ça, je suis toujours impressionné. Alors, c'est pas magique, ça se débloque pas toujours et pas nécessairement rapidement. Mais quand même, je suis chaque fois impressionné du nombre de situations qui se débloquent grâce à la démarche. Et c'est pas tellement mes capacités d'analyse qui font la différence. C'est que j'ai fait confiance à cette démarche. Et je vois que la démarche, elle fonctionne finalement presque indépendamment des acteurs. Mmh. Oui, en fait, tu vois, il y a ce processus, finalement, euh, donne quelque chose d'assez optimiste sur l'action de l'école de façon générale. C'est que c'est la mission de l'école que comment dire, de donner un espace autre que celui de la famille pour apprendre des choses. Et certains ont à apprendre, on parlait des 80%, hein, euh, un corpus de savoirs comportementaux, académiques, et d'autres ont un peu plus parce que à la maison, ils ne l'ont pas eu, et c'est le devoir de l'école qui intervient comme un tiers et qui apporte ça. Donc finalement, ce processus de l'intégrer, je trouve, redonne du pouvoir d'action, encore une fois, Oui, à l'enseignant. oui, absolument. Oh, le risque en tant qu'enseignant, et ça je le vis quand même assez régulièrement, c'est de dire oui, mais avec la famille qu'il a. Avec la famille qu'il a. Comme si finalement, là c'est aussi une manière de se couvrir, on parlait du diagnostic tout à l'heure, c'est une manière de se couvrir, dire oui, mais avec la famille qu'il a, oui, non, mais l'échec, il est scolaire. Échec scolaire. Échec scolaire, ça veut d'abord dire, et de manière étymologique, que c'est l'échec de l'école. Donc comment l'école peut se dédouaner d'un échec qu'elle crée en mettant la responsabilité sur la famille?
Alors, moi, c'est pas nier qu'il y a des familles qui fonctionnent moins bien que d'autres, c'est pas ça. Mais je fais quoi en tant qu'enseignant? En prenant en compte la difficulté familiale. Et pour Léo, c'était le cas. C'était le cas, la situation familiale est complexe, la maman a beaucoup de peine à gérer, notamment les horaires, le papa est peu présent. Ok, ok, je fais quoi avec ça? C'est un fait. Donc, quel point d'appui je peux avoir prenant en compte ces difficultés-là? Il ne s'agit pas d'être bisounours et puis de penser que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, mais dire en prenant en compte tout ça, quel est le meilleur point d'appui? Alors peut-être bien que ça aurait été mieux si on avait pu travailler complètement avec la famille. Je prends en compte ça et il y a toujours un point d'appui, même en prenant en compte les dimensions sur lesquelles on a finalement relativement peu de pouvoir. Mais j'ai peu de pouvoir sur ce qui se passe à la maison. Par contre, je sais que les parents ils font au mieux avec les difficultés qu'ils doivent gérer. Et puis je dois, en tant qu'enseignant, dire je fais comment avec. Écoute, en guise de conclusion, je voudrais te proposer, ce qui me revient là après notre échange, c'est que finalement, s'approprier cette démarche d'enquête, c'est d'avoir de base quelque chose de très optimiste qui est celui du principe d'éducabilité de nos élèves. Absolument. Alors ça, c'est le cœur de mon travail. Moi, je ferai plus ce travail-là. Oui, Et des fois, il faut lutter aussi, parce que en tant qu'enseignant, quand je vois la situation d'élèves, quand je fais mon évaluation globale au début, objectivement, des fois, c'est un peu déprimant. Quand on dit, mais tous les champs qu'il faudrait travailler, investiguer, mais je suis toujours intimement convaincu qu'on va réussir. Qu'on va réussir. C'est de nouveau, c'est pas nier les difficultés. L'éducabilité, c'est être convaincu qu'on a les ressources. Et moi, je ferais plus ce travail-là si je n'étais pas convaincu de ça. Et vraiment, ce principe d'éducabilité, il est au cœur de la démarche. Là, la démarche en 4 étapes que je t'ai présentée, c'est finalement une méthodologie de travail. oui, tout Mais à fait. il y a des valeurs là derrière. Et l'éducabilité, c'est une valeur qui sous-tend toute cette démarche-là. Autrement, la démarche, c'est un peu technique, mais qui ne vaut pas grand-chose. Si, quand je vois les parents, j'ai pas totale À cœur, confiance ouais, dans la c'est vrai. capacité qu'ont les parents à faire au mieux. Ouais. C'est pas l'idéal, mais ils font au mieux. Dans la totale capacité qu'a l'enseignante de faire au mieux. Dans la totale capacité qu'a l'élève de faire au mieux. Puis on y va avec ça. Et tu as raison de parler d'optimisme et d'éducabilité, parce qu'autrement, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. La technique en elle-même, elle ne fonctionne pas si elle repose pas sur des valeurs. Merci beaucoup Pierre. Je trouve que, dans un monde qui est très complexe, retrouver du pouvoir d'action et face à cette montagne que peut être la difficulté scolaire, pour certains élèves, de se dire que l'enquête et l'identification du point nodal, du point d'appui, du point de bascule permet justement de nous mettre en action. C'est plus une montagne, c'est, le début du chemin. Donc d'abord, Oui, on fait un pas, à partir de ce point nodal, on fait un bilan et après on voit. c'est absolument ça. Ouais, c'est Merci beaucoup. magnifique résumé. Merci à toi de tes Merci beaucoup questions. Pierre. C'est très intéressant pour moi. Merci beaucoup.